Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samantha Tracy, une auteure congolaise du Congo-Brazza, auteure aux multiples talents qui vit au Sénégal, professionnelle de la communication dans le secteur humanitaire. Samantha Tracy est également slameuse et blogueuse. Sur son blog intitulé Morceaux de vie, Samantha Tracy laisse libre cours à l'expression de ses 199 colocataires qui cohabitent dans sa tête. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Son premier roman, intitulé C'est lui l'homme, et publié en septembre 2022 chez l'Harmattan, propose une vision originale et audacieuse de la vie en inversant les rôles traditionnels entre hommes et femmes. Je serai accompagnée dans cet épisode par Christelle Goulou. Christelle est une grande lectrice. Elle a lu C'est lui l'homme de Samantha Tracy et elle posera aussi des questions à l'auteur. J'avais d'ailleurs reçu Christelle dans l'épisode 44 du podcast, épisode dont le titre est « Quelle stratégie pour promouvoir son livre sur les réseaux sociaux ?» Je vous invite bien sûr à écouter cet épisode plein d'astuces et de conseils pour améliorer votre présence sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vais accueillir mon invitée, Samantha Tracy. Bonjour Samantha. Bonjour Assel, c'est un plaisir d'être avec vous deux ce soir. Le plaisir, il est partagé. C'est d'ailleurs Christelle qui m'a proposé votre livre. Je ne vous connaissais pas, donc c'est une belle découverte que je fais. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir et merci à Christelle. Bienvenue Christelle. Christelle qui sera ma copilote aujourd'hui. Bonsoir mesdames. Merci beaucoup pour enfin passer du côté de lectrice, ma passion avec la grande Assel Nadal. Et puis, je suis ravie de prendre cette place en compagnie de Samantha Tracy, que je suis aussi activement sur les réseaux sociaux. Donc, la boucle est bouclée. Merci beaucoup. J'espère qu'on va répéter l'exercice très souvent avec Christelle. Elle va me soutenir dans les prochains épisodes parce qu'elle lit beaucoup. Elle lit beaucoup plus que moi d'ailleurs. Donc moi, je suis ravie de l'avoir dans le podcast. Alors, Samantha, comment est-ce qu'une Congolaise se retrouve au Sénégal? Une Congolaise se retrouve au Sénégal parce qu'elle y va pour étudier d'abord. Donc, je suis arrivée au Sénégal en 2006 pour suivre une formation en journalisme et communication. Ensuite, je suis restée. Je crois que je suis tombée amoureuse du pays de la Teranga. Donc, voilà, je suis arrivée et je suis plus repartie en fait. Qu'est-ce qu'il a ce pays de si particulier, le pays de la Teranga? J'ai l'habitude de dire que le Sénégal, c'est un piège. On y vient généralement en se disant oui, je repars dans quelques années et après, on se surprend à être là 10 ans après, 15 ans après. Et en vrai, ce qu'il a, c'est un petit quelque chose que je ne m'explique pas parce qu'il y a de ces jours où je me réveille et j'ai pas envie d'être là, je critique tout. Mais en même temps, quand je pense qu'il faut que je parte loin d'ici, c'est un petit peu la maison. Aujourd'hui, moi, je ne choisis tellement plus entre Brazza et Dakar, parce que je considère que je suis chez moi, un petit peu des deux côtés finalement. Vous êtes partie directement de Brazza pour Dakar, c'est ça? Oui, de Pointe-Noire plus précisément. Donc j'ai quitté Pointe-Noire, j'avais 16 ans et j'ai débarqué toute seule, à 16 ans? Toute seule, oui, non, il faut à que je 16 ans. creuse. Il faut que je creuse. Comment ça s'explique? Parce qu'on a l'habitude de voir des jeunes aller en Europe, mais pas dans l'Afrique. Oui. Comment ça s'explique? Pourquoi ce choix? Déjà, moi, j'avais toute jeune, j'ai toujours cru finalement en ce potentiel africain. Pour moi, l'Europe, quand j'y pensais, c'était la neige, il ferait trop froid. C'était vraiment cette vision-là que j'avais. Et moi, je voulais pas avoir froid, en vrai. Elle n'est pas fausse, la vision. Voilà, l'adolescente que j'étais ne voulait pas avoir froid. Et j'étais là, non, je veux pas partir en Europe. Du coup,
non, j'ai pas fait de démarche pour tenter d'aller poursuivre mes études en Europe. C'était pour moi un pays africain. Je visais soit le Ghana, soit le Sénégal. Ça a été le Sénégal. Je suis émerveillée parce que c'est quelque chose qu'on entend rarement. On voit les images à la télé, on voit les infos des gens qui sont prêts à tout, y compris perdre leur vie pour arriver en Europe. Quand je dis des gens, je dois préciser des Africains, des jeunes Africains qui sont prêts à tout. Et quand je tombe sur une jeune Africaine qui dit ça ne m'intéresse pas, je vais creuser encore un peu plus. Qu'est-ce que les parents ont pensé quand vous avez décidé d'aller toute seule, si jeune, dans un autre pays africain que normalement, on caricature en général, comme tous les autres pays africains, comme c'est dangereux, il fait pas bon vivre, voilà. Donc, bref, tous les préjugés que nous avons, quand je dis nous, je généralise, je mets le monde entier là dans le nous, que nous avons vis-à-vis des pays africains en général. Qu'est-ce que les parents ont dit? Déjà, moi, j'ai grandi avec ma maman et ma grand-mère aussi. J'ai perdu mon papa très tôt pendant la guerre au Congo. Moi, j'étais dans une situation, on va dire, où, au Congo, à cette période-là, en tout cas, le système éducatif, c'était pas forcément celui qui me faisait rêver. Moi, j'avais un métier de rêve en tête. Je voulais être journaliste, reporter de guerre. C'était clair, précis. Oui, de guerre. C'était voilà. Et pour moi, j'ai commencé à me renseigner à l'époque. On venait de connaître Internet et du coup, j'étais tout le temps dans un cybercafé pour voir comment être journaliste, quelle étude il fallait faire et tout. Et c'est comme ça que je suis tombée sur des écoles de journalisme, notamment le CESTI de Dakar. Et je me suis dit, tiens, ça a l'air bien, je vais partir. Et par chance, j'avais une cousine à moi qui était déjà au Sénégal. Donc, ma mère a pris tous les renseignements. Et puis, ma mère envoyait sa fille a 16 ans à l'étranger, tout le monde était là, ouais, mais elle est trop jeune, qu'est-ce qu'elle va aller faire? Et ma mère, elle a dit ce truc qui me marque toujours et qui va continuer de me marquer, elle a dit, j'ai eu 16 ans pour l'éduquer, si c'est pas assez, je peux pas en faire plus. Donc voilà, en gros, elle a misé, elle a joué, elle m'a fait confiance. Elle a lâché prise, parce que ça doit pas être facile pour une mère de lâcher prise comme ça. Pas du tout. Donc, vous arrivez au Sénégal. Comment ça se passe, l'arrivée, l'intégration? Est-ce que tout se passe comme vous avez prévu, comme vous l'avez souhaité? Ah non, pas du tout. Parce que moi, j'arrive avec plein de rêves dans la tête. Je me rends compte que, voilà, maman n'est plus dans les parages. Il faut que j'apprenne à vivre seule. Il faut que j'apprenne à gérer l'argent. Il faut que j'apprenne à cuisiner pour moi, partir au cours, revenir le soir, devoir faire à manger parce qu'il n'y a pas à manger. J'étais pas forcément préparée à tout ça. Gérer mon argent, j'étais pas du tout préparée. Donc, dès qu'on était le 15, moi, j'appelais ma mère en pleurant pour dire, maman, j'ai plus d'argent et tout, qu'est-ce que je vais faire? Et il y a déjà eu cet aspect. Ensuite, c'est le côté déracinement. La première chose qui va vous marquer en arrivant au Sénégal, c'est la langue. Au Sénégal, tout le monde parle Wolof. Avant de vous parler en français, on vous parle d'abord en Wolof. Donc ça, c'était la grosse partie où il a fallu que je m'adapte et que je m'adapte très vite. Après, la force finalement de Dakar, c'était que, et ça l'est toujours, c'est un carrefour de nationalités. Du coup, il y avait plein de personnes qui venaient de pays différents, qui avaient des cultures différentes, des religions différentes. Et j'ai dû apprendre petit à petit, parfois dans la douleur, mais j'ai appris. Et comment est-ce que ce changement, ou alors ce brassage de culture a influencé votre parcours par la suite, votre parcours en tant qu'artiste? Ce brassage, c'est déjà l'ouverture de plusieurs portes. Mon parcours artistique commence de manière assez bizarre, je vais dire ça comme ça. Moi, je griffonnais de petits textes, comme on l'a souvent fait plus jeune. Et par contre, j'avais une grosse peur de prendre la parole en public. Moi, je suis passée de l'adolescente qui parlait devant tout le monde sans problème à celle qui arrive à l'université. En première année, moi, je pleurais lorsqu'on me demandait de faire un exposé. Mes camarades étaient là, mais tu pleures pourquoi? Dès que j'étais stressée ou dès qu'on me demandait de parler en public, je paniquais. Donc, je tombe sur un ami qui un soir me dit, tiens, toi, tu écris des textes. Je lui dis oui. Il me dit, je t'emmène quelque part. Et c'est comme ça que je découvre le Vendredi Slam un soir au Point E, dans un restaurant. J'écoute, je suis intéressée, mais j'ai pas forcément le courage de sauter le pas jusqu'à ce qu'on m'appelle sur scène et ça se fait toujours pour sa première fois au Vendredi Slam et j'entends Samantha. J'y vais, je tremble, mais vraiment je tremble. J'ai ma feuille de papier entre les mains, elle n'arrête pas de bouger, mais voilà, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois et
finalement, ça va beaucoup mieux. J'arrive à parler en public, j'arrive à m'exprimer. Je pense que c'est de là qu'il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs opportunités et je me suis lancée. Donc, pour revenir sur le brassage des cultures, comment est-ce que ça impacte votre travail? Vous dites vous-même dans votre blog que vous avez 199 personnages dans votre tête. Je suppose que ces 199 personnages ne sont pas de la même région, n'ont pas la même nationalité. Alors, comment est-ce que ça rejaillit sur votre travail, cette diversité? Cette diversité, on la ressent déjà au-delà de mon travail dans ma personnalité. J'ai une grosse ouverture d'esprit et vraiment quand je dis grosse ouverture d'esprit, j'ai cette facilité à accepter les gens comme ils sont, à apprendre d'eux parce que je suis de ceux qui croient qu'on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre, aussi petit que ça paraisse. Dans mon travail, ça va se ressentir dans les différentes approches. Autant mon côté congolais est très foufou, autant tout ce que le Sénégal a pu m'apporter peut me rendre assez, je vais pas dire prude, mais voilà, je suis un peu plus posée. Il y a des thématiques que je vais aborder avec un certain recul parce que je suis dans un certain contexte. Il y a finalement le respect de l'autre qui se ressent beaucoup dans mon travail parce que je regarde l'autre et je me dis qu'il n'est pas moi, il a sa manière de voir la vie et il faut que j'apprenne à m'adapter à lui, mais aussi que je lui apprenne à s'adapter à moi. Donc, il y a un peu de tout ça et je trouve que ça rejaillit un petit peu dans ma manière d'écrire, surtout dans les expressions, dans le choix de chansons. C'est, voilà, je suis un mélange de finalement toutes ces rencontres-là. Vous abordez la thématique du genre et des rôles assignés dans le livre. Vous êtes également engagée, hein, féministe, et vous vivez au Sénégal dans une société assez particulière quand on parle de féminisme. C'est une société où la femme a encore des rôles très, très carrés, très cadrés. Comment est-ce que vous arrivez à vous exprimer dans une telle société? Ça va peut-être vous étonner, mais finalement, le Sénégal, il est beaucoup plus ouvert, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse penser. Moi, par exemple, dans les cercles où j'ai la chance de pouvoir prendre la parole, je ne me suis pas forcément sentie, moi, directement empêchée de parler, d'aborder certaines thématiques. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça, c'est clair qu'en fonction des contextes, en fonction aussi des personnes qui vous entourent et qui constituent votre environnement, ça joue finalement sur votre liberté de parler de tel ou tel sujet. Je veux dire, les femmes dans la société sénégalaise, notamment les féministes, sont en train de faire un travail remarquable. Ce sont des femmes que je regarde, que je respecte et dont j'apprends chaque fois parce que malgré finalement leur éducation ou alors malgré leur culture qui peut être assez, je vais dire, c'est axé sur le patriarcat, aujourd'hui ce sont des femmes qui, à mon avis, prennent la parole et s'imposent beaucoup plus que certaines femmes qui n'ont pas eu le même vécu qu'elles. Aujourd'hui, en termes de féminisme, on entend plus parler des femmes sénégalaises plutôt que des femmes congolaises. Voilà, c'est finalement ça. Je trouve que au-delà du contexte, c'est de savoir comment se faire sa place et comment se faire entendre. Et on y arrive, je trouve, plutôt pas mal. C'est un sujet qui vous a inspiré, hein, pour écrire votre livre, dont le titre, je le rappelle, C'est lui l'homme, édité chez l'Harmattan, paru en septembre 2022. Je vais passer la parole à Christelle pour qu'elle pose les questions qu'elle a préparées par rapport au contenu du livre. C'est à toi, Christelle. Salut Christelle. Alors, donc, rebonsoir. Alors, avant de commencer, le roman, je l'ai lu comme quand on lit un bon roman, en fait. Des fois, on a envie de le jeter, des fois, on a envie on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Des fois, il y a beaucoup de questions comme ça qui jaillissent. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas passé ça plutôt qu'autre chose? Donc voilà, déjà, je voulais commencer par dire un grand merci pour cette histoire. Merci pour le cadeau. Merci pour le cadeau, d'autant plus que moi, j'ai adoré parce que du coup, les noms des personnages qui sont utilisés dans le roman
100% issus de la culture congolaise, enfin beaucoup de Lingala. Je pense que j'ai vu du Lari aussi, si je me trompe pas. Voilà. Toujours des prénoms à propos, parce qu'en plus, quand on connaît la traduction et qu'on voit le personnage, bah, ce sont en tout cas des belles références. Donc un bel hommage au Congo, hein, même si le Sénégal a ravi une part de votre cœur. Juste pour résumer un petit peu pour les auditeurs. Alors, le roman est centré autour d'un jeune homme qui s'appelle Chikayende Mobali. L'intérêt de tout ce roman, c'est qu'on se retrouve dans un monde comme une espèce de miroir, c'est-à-dire, imaginez que vous traversez un miroir et dans ce nouveau monde, tout ce que font les hommes, tout le pouvoir qu'ont accumulé les hommes au fil des siècles, eh ben, on inverse tout et ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Et donc, Chikayende Mobali est un jeune homme qui est marié, il vit dans une petite bourgade en Afrique centrale. Il est marié à une dame qui a du pouvoir, hein, elle est bien établie dans la société, et lui, c'est un jeune homme qui a été éduqué pour se marier, justement, qui rentre totalement dans les clous, il ne déborde pas, il n'a pas d'envie, enfin, il n'exprime pas d'envie particulière jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il a un rêve. Il a un rêve qui le fait sortir des clous, qui ne va pas du tout être dans le rôle dans lequel on l'attend, parce qu'il veut être sage-femme. Il veut donner la vie. Chikayende Mobali veut donner la vie. Et donc, voilà, l'histoire va suivre ce jeune homme. Et en fait, j'ai des questions. Donc, voilà. Donc, on ne spoil pas. Je vais essayer de tourner un peu autour du pot dans mes questions, mais en tout cas, j'en ai quelques-unes. Et ma première question, justement, quand on s'intéresse aux problématiques féministes, c'est vrai que on peut se dire, ce serait quand même pas mal un monde où les femmes ont le pouvoir. Voilà. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis posé cette question. À quoi ressemblerait un monde où ce sont les femmes qui dirigent? Et je dois avouer que j'ai trouvé étonnant que lorsque vous le faites dans votre roman, en fait, rien ne change. La seule chose qui change, c'est juste que les dynamiques de pouvoir sont inversées. C'est-à-dire que les femmes font exactement ce que font les hommes. D'accord? C'est comme si, à la limite, on pouvait juste écrire une histoire aujourd'hui d'une jeune fille et ensuite juste les pronoms. Et je voulais savoir, en fait, pour ce que je sais de vous, c'est forcément un parti pris. Et je voulais savoir justement pourquoi ce parti pris. De garder les choses telles quelles et juste inverser les dynamiques de domination, tout simplement. Pour répondre, il faut savoir que dès le départ, l'objectif pour moi n'était pas de changer le monde, si je peux dire ça. En 200 pages, ça aurait été vraiment beaucoup trop court, mais c'était important pour moi de donner un coup de poing. Et c'est clairement l'objectif de ce roman. C'est un coup de poing pour attirer l'attention finalement sur des choses qui nous paraissent normales. Pour la petite histoire, à un moment, quand j'ai commencé à décrire certaines actions dans le roman qui arrivaient du coup à des hommes, alors que dans la vie de tous les jours, ce sont les femmes qui subissent. Même moi, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. C'était difficile pour moi d'accepter qu'un homme puisse le vivre. Mais à contrario, ça passe crème quand c'est une femme parce que on a tellement normalisé certaines choses que même pour nous, en tant que femmes, il y a certaines choses, on se dit, ah oui, bon, c'est une femme, quoi. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand on va parler de violence, même si on le dit pas clairement, ça nous paraît limite normal qu'une femme subisse des violences parce que oui, c'est le sexe faible. Mais écrire et faire switcher les rôles, tout de suite on se dit non, c'est pas possible. Et donc ce que j'essayais de faire, ce que j'essaie en tout cas de faire, c'est d'attirer un petit peu l'attention, que les gens s'arrêtent 2 minutes pour se dire qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas sérieux. L'objectif, clairement, c'était pas de refaire le monde ou de résoudre des problèmes parce que, bien qu'étant féministe, je ne sais toujours pas ce que ça donnerait si les pouvoirs étaient inversés. Donc, voilà. Pour le coup, du coup, ça va être un peu un follow-up de la question parce que, après, c'est probablement une illusion. Hein. Un monde qui serait pensé pour les femmes et par les femmes, c'est vrai que j'ai un peu de... Ça c'est aussi probablement un parti pris intérieur, mais j'ai un peu de mal à imaginer qu'il y aurait comme ça ce rapport de domination. Mais en vrai, pourquoi pas? Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont, quand elles sont dans des postures de pouvoir, elles en abusent. Hein. Enfin voilà, après, on est tous des êtres humains. Mais je sais aussi très bien que certainement encore une construction personnelle. Là où j'avoue que j'ai tiqué sur beaucoup de choses, c'est sur la maternité. La façon dont la maternité est abordée dans ce roman. Parce que, voilà, donc juste pour la petite histoire,
Tikaine Bobali a un fils, qui est donc l'enfant de son épouse. Et en fait, comme on est dans une société où c'est les femmes qui dominent, en tout cas dans ce village-là, il se trouve qu'avoir une fille, c'est le Saint Graal, parce que c'est l'héritière et tout ça. Et en fait, la femme de Tikaine Bobali, leur enfant est un garçon. Et en fait, elle fait des trucs trash, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. Mais après, j'ai pensé à certaines, par exemple, comment en Inde, par exemple, on traite les petites filles qui naissent, ce genre de choses. Ça peut s'expliquer, mais voilà, je voulais si vous pouviez un peu nous parler de ce choix-là concernant la maternité, pourquoi ces thématiques-là, quoi. Déjà, le choix de la maternité, il est très lié pour moi dans le roman au pouvoir que la femme a finalement. Parce que dans ce roman, ce qui est dit, c'est que parce qu'elle a la possibilité de donner la vie, elle est donc toute puissante. C'est vraiment de là que part tout son pouvoir. Il y a d'ailleurs une petite histoire liée un petit peu à Dieu, ou en tout cas à la divinité, qui explique pourquoi la femme a ce pouvoir-là et pourquoi pas les hommes. Et du coup, je me suis appuyée dessus pour déjà mettre en avant cette force-là qui était sienne. Mais après, ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'était de me dire que ces femmes-là, je ne vais pas forcément aller dans l'idée, en tout cas générale, qui veut que lorsqu'on est mère, on s'attache forcément à son enfant. Je suis vraiment allée dans le truc. En vrai, elles étaient aussi dans une certaine lutte de pouvoir où pour elles, bof, ok, j'ai eu un enfant, mais voilà, c'est pas une fille, donc ça ne m'intéresse pas. Et je vais un peu plus loin aussi, petit spoil, quand elle refuse d'allaiter son enfant. Et ça, c'est en tant que mère, il n'y a pas pire violence que celle-là. Pour moi, c'était vraiment le petit point où je me disais que quitte à inverser les rôles, ok, jouant vraiment dans toutes les caricatures possibles, une mère qui a quand même porté cet enfant-là pendant 9 mois et qui dit, écoute, c'est pas une fille, donc je ne veux pas l'allaiter parce qu'elle ne vaut rien. Ce qui, quoi qu'on dise, on retrouve dans nos sociétés actuelles. On a des pères qui vont se désintéresser totalement de leurs filles parce qu'elles sont filles et parce que toute leur vie, ils cherchent un héritier. Au Congo, par exemple, c'est très fréquent de voir un papa, et peut-être pas qu'au Congo, hein, mais qui a des enfants, mais il a que des filles, que des filles. Finalement, il va aller chercher une femme dehors, comme on dit, pour avoir un fils, parce qu'en vrai, pour lui, c'est ça le Saint Graal. Et c'était un petit peu ce côté détachement que j'ai voulu mettre en avant. Merci. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des éléments comme ça qui résonnent et qui interpellent. Alors, le roman, je l'ai vraiment trouvé intéressant parce qu'il y a deux lectures. C'est-à-dire que quand je le lisais, je suivais l'histoire de Tikaine Bobali, mais il y a comme ça, dans un arrière-plan aussi, la façon dont les femmes se comportent, d'accord, dans le roman. La place qu'elles prennent, les situations qu'elles peuvent accepter alors qu'elles sont aux commandes. Sachant que, juste pour rebondir sur la question d'avant, une femme donne la vie et qu'elle a le pouvoir dans la société. Pourquoi en fait s'enfermer dans une notion comme ça de préférer un genre plutôt qu'un autre? Voilà, donc ça c'est des questions un peu qui revenaient. Et dans l'autre côté, c'est aussi pour le coup, on va en revenir aux hommes. C'est-à-dire, ce qui est vraiment intéressant, parce que Tikaine Bobali, il est jeune, il est un peu naïf, il a été marié très jeune, à 16 ans. Et en fait, tout le long du roman, on suit la découverte de son corps, de son rapport à son corps. La découverte de sa sexualité aussi. Ça aussi, les deux vont ensemble parce que il lui arrive beaucoup de choses. Il y a des moments où il est dans une situation d'abus et j'avoue que j'ai tiqué. C'est-à-dire qu'il se retrouve face à des femmes que physiquement il domine en fait parce qu'il est grand. Voilà, après la puissance masculine physique quand on nous raconte ou qu'on connaît. Et il se fait abuser. Et on voit en fait dans sa tête son process pour expliquer les notions de consentement. Et aussi comment son corps, en fait, va réagir, envoyer un message avec lequel il n'est pas d'accord. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et du coup, je voulais savoir un peu, c'était quoi le process pour en arriver là, déjà. Et puis, s'il y avait un message, il y a forcément un message et duquel il s'agissait. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir.
Merci Christelle. Déjà, il faut savoir que, comme vous l'avez dit, hein, on suit un petit peu le cheminement de Mobali. Et c'est un jeune homme qui grandit finalement sous nos yeux. On le voit grandir, on le voit apprendre, on le voit découvrir son propre corps. Pas forcément de la meilleure des manières, parce que ça lui tombe un petit peu dessus. Il découvre un petit peu le sexe avant de découvrir l'amour, par exemple. Il passe par 10 000 émotions. C'est aussi quelqu'un qui subit des abus, qui est naïf, qui ne les voit pas forcément comme ça au départ, parce que, bon, comme je le disais, il apprend. Et ce que je voulais mettre en avant dans les différentes situations de sexe, c'est vraiment, vous l'avez dit, hein, déjà, la notion de consentement. Parce que clairement, au départ, on est vraiment dans les violences. On limite tout au long, hein, on est vraiment dans les violences, on est dans les abus. Pas qu'avec Mobali, parce que même son meilleur ami Wafaso subit des choses dont il parle après. C'est vraiment cette notion de violence sexuelle qui, au départ, est mise en avant. Ensuite, il y a cet aspect, ce petit côté absurde, c'est vrai, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un homme qui finalement, hein, il est décrit comme un grand homme, en tout cas quelqu'un qui a une certaine force, puisse subir des viols. Et ça, c'était le petit clin d'œil de moi en tant que féministe qui estime que hommes et femmes, nous avons été nourris et élevés au lait du patriarcat. Et c'est mon petit message aux hommes qui me lisent pour leur dire aussi que quelque part, en vrai, ce sont des choses qui vous arrivent. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et vous n'avez pas à avoir honte. Il y a ce petit truc, il est très subtil, mais que lorsqu'on fait attention, on s'en rend compte. C'est un petit peu, je pense qu'à un moment, pendant que j'écrivais, je me suis dit, mais je m'acharne trop sur ces hommes. Voilà, ça en fait trop. Et je crois que d'une manière inconsciente, j'ai voulu leur dire, écoutez les gars, en vrai, je sais que vous aussi, vous passez par plusieurs choses et je sais que ça peut être compliqué pour vous. Et ce sont ces petits clins d'œil-là, un petit peu comme le côté très sensible des hommes, hein, dans le roman, qui, dans ce roman-là, ils ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'être faibles, tout simplement, parce que voilà, ça passe. Ces différentes scènes de sexe, en fait, elles ont été construites chaque fois pour faire un rapport avec la personnalité changeante de Mobali. On a au départ le Mobali qui est naïf, qui est utilisé. Ensuite, on a le Mobali qui n'a pas le choix, qui se retrouve embarqué un petit peu dans ces histoires-là malgré lui. Et plus on évolue, plus on tombe sur le Mobali qui se fait une raison en se disant que, écoute, je vais utiliser mon corps, hein, si ça peut m'aider, ça va m'aider. Et vraiment, ces scènes de sexe-là, elles interviennent chaque fois à une période précise de sa vie. C'est un petit peu ça, c'est l'évolution de son personnage, c'est l'évolution de son ressenti. Et aussi, c'est comment la société finalement finit de déteindre sur lui. Parce qu'au moment où il quitte sa petite bourgade, c'est un jeune homme bien comme il faut. Et c'est un jeune homme qui change. On le perd à un petit moment. Et il y a un lecteur qui m'a dit une fois, il m'a dit, tiens, au départ, on a vraiment cette impression que les rôles entre Mobali et Wafaso sont meilleurs amis. Wafaso, c'est le type qui a toute la force. Et au fur et à mesure, on a l'impression que les rôles changent. Wafaso, qui lui est présenté au départ comme le petit manfoutiste, se retrouve à être le plus romantique des deux. Et on a Mobali qui est complètement changé, qui fait des choix qui ne lui iront pas bien, si je peux dire ça comme ça, finalement. Après, oui, c'est vrai que les deux personnages, en termes de dynamique, il y a une évolution intéressante. Mais ce que moi, j'ai vraiment aimé dedans, c'est l'amitié, quoi. C'est-à-dire, là où on parlerait de sororité, je sais pas, chez les hommes, on parle de quoi? Parce que pour le coup, ce personnage aussi, c'est aussi le tremplin pour son rêve. Sans Wafaso, je ne sais pas s'il y a le rêve qui se réalise. Et oui, c'est vraiment un personnage intéressant. Et en fait, le roman, parce que comme je disais, vous avez gardé les dynamiques de domination, vous avez inversé juste les rôles. Par exemple, quand il quitte son village et qu'il se retrouve en ville, bah, il fait des choix qui, ça sent un peu la fatalité. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que quelqu'un qui n'a pas nécessairement, c'est vrai, un bagage, un background, va se retrouver livré à lui-même. Et est-ce que c'est le chemin obligatoire, quoi? Parce qu'en plus, là où il se retrouve, chez Tonton Kébos, il y en a d'autres. Et c'est vraiment, il y a un côté un peu fataliste de être livré
à soi-même et tomber dedans. Parce que, de toute façon, c'est ce qui lui arrive aussi, au fond. Donc, je voulais un peu que vous puissiez parler de ça. Oui, c'est fataliste, clairement. Je peux pas dire autre chose. Je pense que j'ai choisi la pire des voies pour Mobali. Voilà, il aurait pu faire autre chose de sa vie. Il avait les moyens de faire autre chose de sa vie. Mais pour moi, pour que le message passe et pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on ait envie d'en parler et de comprendre, il fallait qu'il fasse certains choix et que les gens se disent oui, mais pourquoi il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. C'est vrai, il aurait pu le faire, mais parfois dans la vie, les gens font des choses parce que ces personnes l'estiment à ce moment que ce sont les bonnes choses à faire. Malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme ces personnes l'espèrent. Et c'est ce qui se passe avec Mobali parce qu'à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu jouer, qu'il pensait avoir finalement toutes les cartes en main, qu'il pensait finalement avoir dominé ou en tout cas dompté cette ville. Mais il s'est rendu compte trop tard, malheureusement, que voilà, il n'avait pas autant de pouvoir que ce qu'il pouvait estimer. Après, Mobali, c'est un personnage auquel on s'accroche. On est parfois déçu. On a envie de lui parler aussi comme un frère. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, écoute, Samantha, il y a des moments, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie et tout? Mais voilà, c'est tout ça, c'est ce mix-là qui fait que finalement, on ne l'oublie pas. Quand une fois le livre fermé, on n'oublie pas Mobali et on a ce petit pincement au cœur de se dire, voilà, les choses auraient pu être dites ou faites autrement. Tout à fait. Il ne me quittera pas de sitôt, en tout cas, ce personnage. C'était vraiment saisissant. En tout cas, merci beaucoup pour cet ouvrage, quoi, d'avoir fait le job. Et j'espère qu'on pourra échanger plus en avant autour de l'ouvrage à d'autres occasions. Et merci à Assel aussi. Merci beaucoup de m'avoir lu. C'est tellement une chance chaque fois de pouvoir avoir des retours et de finalement voir comment d'autres personnes ont vécu et ont compris cet ouvrage. Donc oui, merci de m'avoir lu. Alors, c'était intéressant de vous écouter. Pour une fois où je ne parle pas, je n'interviens pas, je ne dis rien. Alors, Samantha, une dernière question parce qu'on va bientôt clôturer notre échange. Vous avez plusieurs façons de vous exprimer artistiquement, donc le blog, le slam, l'écriture. Laquelle de ces expressions artistiques préférez-vous? Je vais dire le slam. Je vais dire le slam, ouais. Ok, c'était très court, hein? Je ne demande pas pourquoi. Non, parce qu'il faut choisir du coup. Et s'il fallait que je choisisse, ce serait le slam. Moi, j'ai l'habitude de dire que je ne me vois pas comme une slameuse professionnelle. Je n'ambitionne pas de devenir une slameuse professionnelle. Mais en fait, je trouve que c'est le moyen par lequel je m'exprime le mieux et que c'est le moyen par lequel je touche le mieux les gens. Par exemple, quand j'ai publié le roman, on m'a dit mais pourquoi t'as pas fait un recueil avec des textes de slam et tout? Et en vrai, pour moi, le slam, ça se dit, ça se vit, c'est fait de rencontres. J'ai besoin de voir les gens face à moi. J'ai besoin de voir leurs réactions, de savoir qu'ils ont été touchés. Et c'est pour cela que oui, ça reste finalement mon moyen préféré pour passer les messages. Et ça reste le moyen privilégié, je vais dire ça comme ça, via lequel je peux parler, via lequel je peux être moi-même aussi. Je n'avais pas prévu ça. Je vais quand même tenter ma chance. Est-ce que spontanément, vous pouvez nous faire quelque chose en slam? Oui, très rapidement. Je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une reine créée pour aimer. Je suis porteuse de vie, créatrice de diversité. Je suis le côté féminin du bon Dieu. Je suis beauté, volupté, porte d'autres cieux. Moi, je suis une femme. Je suis synonyme de vie, appelle-moi donc elle ou esprit, je suis la voix des incompris, tu vois, moi, je suis femme et je suis vie. Noie-toi dans mes yeux noirs, tu y trouveras forcément de l'espoir, ou alors perds-toi dans mon regard, tu vois, il a fait le choix d'être ton port d'attache. Je suis une femme sauvage ou pas, je suis l'expression prosaïque de ce que vous n'êtes pas. Oui, messieurs, oui, messieurs, je suis une femme et je suis garante de vos sourires et de vos larmes. Slam. Bravo! Donc voilà, merci. C'est un joli cadeau. Je n'avais pas prévu Merci ça beaucoup. du tout, mais c'est votre réponse à ma question qui m'a inspirée. J'ai dit, si c'est son canal préféré, je tente ma chance. Hein? Ouais. Voilà. On est arrivé au terme de notre échange, les filles.
Vraiment, c'était un grand plaisir, Samantha, de vous avoir. Christelle, pareil, toujours un plaisir de découvrir comment tu perçois tes lectures. Et j'espère que, Samantha, vous reviendrez très vite dans le podcast. Dès que vous avez une actualité, n'hésitez pas. Votre place est déjà acquise. Hein? Et Christelle, j'espère qu'on reprendra l'exercice avec une autre lecture. J'ai hâte. Mesdames, je vous souhaite, je dirais, une excellente soirée parce que c'est un soir que nous enregistrons cet épisode. Et encore, merci à toutes les deux. Merci à toi, Assel. Merci beaucoup. Merci, Assel. À bientôt.